Didier Mulnet. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à quelques pistes pour aborder l'éducation au développement durable sous ses différentes formes. Différentes éducations à, nous verrons la différence entre sensibiliser et éduquer à, et nous essaierons de faire la distinction entre éduquer au développement durable et éduquer en anthropocène. Si nous croisons l'ensemble des éducations A avec les 17 ODD, nous avons effectivement une profusion d'éducation A. Éduquer à la biodiversité, éduquer au choix, éduquer à la citoyenneté, éduquer à la complexité, éduquer au développement durable, à l'esprit d'entreprendre, à l'éco-formation, à l'interculturalité, aux médias et à l'information, à la paix, au patrimoine, à la responsabilité, au risque, à la santé et tant d'autres. Alors on va s'intéresser à ce qui est commun aux éducations A. Toutes les éducations A sont thématiques. On fait de l'éducation à la santé. Mais même en éducation à la santé, on fait de l'éducation à la sexualité. On fait de l'éducation à la santé préventive. On fait de l'éducation aux aspects épidémiologiques. Chaque éducation A ne peut donc être centrée que sur un objet très précis. Toutes les questions d'éducation A sont socialement vives, c'est-à-dire vives d'une part dans la société, vives d'autre part dans les sciences, et enfin vives lorsqu'on doit les enseigner à l'école, à l'université ou dans d'autres contextes. Le quatrième aspect commun à toutes les éducations A, c'est la place des valeurs. En éducation A, nous parlons de valeurs. Or, nous n'avons pas les mêmes valeurs, ce qui fait que nous ne pouvons pas être d'accord sur tout, bien évidemment. Nous allons donc travailler sur ce qui découle des valeurs, les représentations sociales. Ceci sera présenté dans une autre vidéo. Le quatrième aspect, c'est l'évolution, soit des attitudes, soit des comportements, mais vous allez comprendre, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est bien effectivement les deux. Nous allons prendre plusieurs exemples. Éducation à la biodiversité. Donc mon objectif n'est pas de vous dire ce qu'est éduquer à la biodiversité, c'est de vous montrer les différences qui peuvent exister entre différentes personnes, les différentes visions. Si on prend le texte de Denise Orange et de Marco Barocca dans le dictionnaire critique des éducations A, Denise et Marco nous disent que c'est issu des courants conservationnistes, c'est-à-dire la vision utilitaire de la nature dont découlent actuellement les services écosystémiques, ou des courants préservationnistes, c'est-à-dire une vision non utilitaire de la nature. La nature, effectivement, a une valeur intrinsèque en elle-même. Ils insistent sur la valeur esthétique de la nature, avec sa portée éducative, sa valeur subjective, c'est-à-dire de faire varier des expériences émotionnelles. Alors effectivement, on pourrait se limiter à ça, c'est ce que fait Yann Arthus Bertrand dans l'intégralité de ses films. Il y a aussi une vision dynamique et évolutive de la biodiversité, en opposition à celle d'un patrimoine figé. Et là, nous allons tomber sur des notions d'écologie, climax, approche du fonctionnement des écosystèmes, dynamique des populations, aux échelles des populations, aux échelles génétiques, stratégie RK de colonisation des milieux, etc. En fait, la biodiversité est un concept scientifique hybride qui est à la fois mobilisé sous ses aspects scientifiques, purement scientifiques, mais aussi sur l'aspect gestion de la biodiversité, gestion des milieux. Si on se reporte à ce que propose Yves Alp, Yves va insister sur le fait qu'il y a plein de valeurs sous-tendues, pas forcément les mêmes, que cela induit des questions socialement vives. C'est un des courants de l'éducation relative à l'environnement. On le reprendra dans quelques instants. C'est à la fois une vision de biologiste et de naturaliste, mais c'est aussi une vision d'économiste avec les services écosystémiques. Il y a des débats pour lutter contre ces réductionnismes. Nous sommes vraiment sur la compétence systémique.
Il y a une recherche des enjeux véritables, pas toujours apparents. C'est une éducation à la citoyenneté, centrée sur des méthodes de raisonnement, avec des pratiques d'échange, des débats argumentés sur les grands enjeux sociaux-politiques. Si je me permets de donner mon avis personnel sur cette question, je pointe quand même des confusions entre nature et biodiversité. Le concept de nature n'est pas le concept de biodiversité. Entre crise de biodiversité et crise de biomasse, la biodiversité est une chose avec ses trois échelles, l'échelle de la biosphère, l'échelle des espèces, l'échelle infraspécifique. La biomasse en est une autre. Oui, il y a une crise de biodiversité, mais il y a aussi tout autant une crise de biomasse. La quantité d'êtres vivants dans une forêt ou dans n'importe lequel des milieux qui nous entourent a été très très fortement réduite ces quelques dizaines d'années passées. La question se pose donc de bien distinguer la crise de biomasse de la crise de biodiversité. Il faut aussi bien faire la différence. Crise en écologie signifie que l'on a à la fois une extinction, mais on a derrière une diversification. Et donc le terme de crise n'est pas forcément vu dans son aspect catastrophiste. Crise de l'anthropisation. Eh bien oui, effectivement, lorsqu'on se promène ou qu'on se promène dans le globe, une bestiole sur deux que l'on croise est une bestiole issue de la biodiversité anthropique des espèces que nous les élevons. Sur le plan pédagogique, nous ne pouvons pas travailler sans travailler sur les représentations sociales biocentrées, écocentrées, anthropocentrées, sans oublier les approches théocentrées, c'est-à-dire liées à toutes les approches religieuses. Si on se met non plus sur l'angle sociologique, si on se met sous l'angle anthropologique, comme Descola, nous allons opposer le monde des naturalistes au monde des animistes et d'autres représentations anthropologiques. Et effectivement, nous devons tenir compte de cette diversité de représentations sociales ou d'approches anthropologiques. Est-ce que l'éducation à la biodiversité est scientifique? Oui. Mais est-ce qu'elle n'est pas humaniste? Bien sûr. Et en fait, c'est le croisement des deux qui fait que l'on sera sur une éducation à la biodiversité. Est-elle artistique? Est-elle émotionnelle? Oui. C'est tout ça. Et donc, en fait, c'est le croisement des approches scientifiques humanistes avec des approches artistiques et émotionnelles qui créera l'éducation A. Elle est aussi physique et sportive dans le contact à la nature, par exemple. Peut-on négliger les aspects historiques, les aspects culturels? Bien sûr que non. Nous sommes donc là sur un champ qui n'est évidemment pas un champ disciplinaire, qui est un champ pluridisciplinaire, mais en fait, il y a des choses dont nous n'avons même par le passé jamais parlé. On sera plutôt donc sur une éducation adisciplinaire. Alors bien sûr, on va avoir des approches positives qui pourront s'opposer aux approches plus négatives de l'éco-anxiété qui gagne une bonne partie de la population. Les approches positives par immersion sur le terrain, des approches contemplatives où on va regarder la beauté, l'esthétique des paysages, des animaux, des végétaux, s'opposera complètement à l'approche sur l'éco-anxiété, où là, on ne peut plus, au jour d'aujourd'hui, ne pas tenir compte du fait de l'éco-anxiété qui a envahi les populations, surtout les plus jeunes. La solastalgie, on connaissait la nostalgie du temps passé. La solastalgie, c'est la nostalgie du sol, de l'endroit où on était, de paysages qu'on a déjà rencontrés. Et effectivement, c'est une dimension fondamentale dans cette éducation. Alors on a évidemment des enjeux épistémologiques, didactiques et pédagogiques. Et tout ça devra être redéveloppé un petit peu plus tard. Si maintenant je prends une autre éducation A, éducation au choix. Francis d'Anvers
nous explique, toujours dans le dictionnaire des éducations A, que nous sommes passés d'un monde d'une adaptation à la vie scolaire, orientation, épanouissement de la personne, aider les gens dans leur choix de vie active en harmonie avec leurs besoins et leurs capacités. Puis on est passé progressivement de cette éducation au choix, trop finalisée, trop spécialisée, vers une éducation à l'orientation, qui rapproche apprentissage et orientation. Qui nécessite aussi de développer la confiance en soi, l'esprit d'équipe, les initiatives, l'acquisition de compétences disciplinaires, transversales. Puis on est passé à une approche qui est apprendre à s'orienter pour aboutir à apprendre et s'orienter, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire un compromis entre les principes de plaisir et les principes de réalité. Toujours dans cette éducation au choix, il y a la prise en compte des différences d'intérêt entre les personnes, des préférences, des valeurs entre les individus. Dans cette éducation au choix, nous avons l'aide à l'orientation, à la construction du soi, aide à la réussite, au soutien personnel, intégration, socialisation des adolescents, les compétences psychosociales. C'est aussi avoir un parcours à venir individuel d'information, d'orientation, de découverte du monde économique, comme ça se fait dans le monde scolaire, on va dire occidental. Mais Martine Janer-Raymondy propose une autre approche de l'éducation au choix, en insistant sur le fait que c'est dépasser la considération du manque pour accéder au soi. C'est l'importance de l'activité délibérative, c'est Amartya Sen, le débat public, le fonctionnement démocratique. C'est la question des capacités, c'est-à-dire la capacité plus la potentialité et le devenir en aptitude, qui renvoie à la liberté des gens à faire, à vivre comme ils le souhaitent et à valoriser leurs choix. Favoriser l'amélioration de leurs choix pour y parvenir, ce sont nos objectifs pédagogiques quand on veut faire de l'éducation au choix. Sont aussi mis en avant par Martine Janer-Raymondy la question des processus d'expression des libertés réelles, des aptitudes, des opportunités que l'on doit développer si l'on veut faire de l'éducation au choix. De pointer les enjeux en termes de responsabilité. Concernant les capacités humaines, voilà fondamentalement un petit résumé de ce qu'on appelle capacité, c'est-à-dire vie, santé, intégrité du corps, le sens, l'imaginaire dans les pensées, la question des émotions, aimer, s'attacher, s'occuper des autres, regretter, la question de la raison pratique, le bien, réflexion critique sur sa vie, la question de l'affiliation, le vivre avec les autres personnes, mais aussi les autres espèces. C'est aussi jouer, rire, contrôler son environnement, mais contrôler son environnement pour des choix politiques avec libre association, possession. C'est aussi travailler de façon humaine et respectueuse. Voilà pour un très court résumé des capacités. Certains courants d'éducation au choix nous amènent à la question des droits fondamentaux et de la justice sociale. Former et éduquer conduit à une transformation de soi, produire un homme capable, j'aurais dû mettre un H majuscule à homme, être en devenir et responsable de ses choix. Voilà donc deux définitions, deux orientations proposées par ces deux auteurs. Il faut bien comprendre que toutes ces éducations sont évidemment en devenir. Je reprends toujours dans le dictionnaire des éducations A, les résumés proposés d'un côté par Olivier Morin, qui va pointer le fait qu'en éducation à la complexité, nous serons sur des problèmes complexes, sur des systèmes en interaction, avec des incertitudes, des subjectivités. Il faut se méfier du réductionnisme, ne voir qu'une partie des choses, du relativisme, tout se vaut. Et effectivement, on va être amené à s'intéresser de très près aux questions des QSV, questions socialement vives. Mais il va falloir avoir une flexibilité cognitive, car dans la complexité qui se met face à nous, nous ne verrons pas tout. Nous n'aurons que ce qu'on appelle des îlots de rationalité, c'est-à-dire nous ne verrons apparaître qu'une partie de l'histoire. Si
nous nous référons à ce que dit Philippe Ertig, on va avoir des approches didactiques de la complexité, c'est-à-dire la compétence systémique qui nous est proche, avec différents modèles, avec différents niveaux de compétences. Il va y avoir des enjeux d'apprentissage avec des défis didactiques. Un défi qui soit à la fois sur les enjeux de formation, sur les représentations sociales, les cartes conceptuelles, mentales, de connaissances, avec l'incertitude et la prospective. Nous rentrons dans ce que nous appelons la vision prospective. Et puis, on ne peut pas faire ce travail-là sans s'intéresser à tous les phénomènes de métacognition. Éducation à l'esprit d'entreprendre. Dans cette présentation, notre collègue pointe le décalage entre les intentions, l'envie d'entreprendre et le passage à l'acte. Et il va falloir développer des stratégies, produire des capacités, des comportements qui nous permettent d'aller au-delà des idées pour passer aux actes. Alors bien sûr, il y a des compétences génériques, personnelles, créativité, esprit d'initiative, travail en équipe, confiance en soi, jugement. Il y a aussi des compétences spécifiques à la gestion d'entreprise, telles les études de marché, savoir faire des plans d'affaires, marketing, techniques de vente. Là, nous serons sur des compétences plus spécifiques à l'esprit d'entreprendre, alors que ci-dessus, c'était des compétences plus génériques, communes aux ensembles des éducations 1. Alors ça va nécessiter des dispositifs pédagogiques, avec la pédagogie de l'action, la pédagogie de projet, la résolution de problèmes, en fait, toutes les pédagogies actives. Il y aura aussi l'intervention d'opérateurs extérieurs. Comment ne pas travailler avec des opérateurs extérieurs, avec des partenaires, des entrepreneurs? C'est aussi le travail collectif entre les jeunes entre eux, les jeunes avec les adultes ou les anciens. Les objectifs, c'est ouvrir les possibles en matière de professionnalisation, d'orientation professionnelle, d'employabilité, créer des activités nouvelles, gérer certaines pénuries d'emploi, lutter contre le décrochage scolaire, réformer le système scolaire, universitaire, travailler autrement, impliquer l'ensemble des acteurs. Donc tout un changement qui va sur les causes de cette baisse d'esprit d'entreprendre que l'on trouve parfois. L'éducation relative à l'environnement proposée par Lucie Sauvé au Canada, sans entrer dans l'ensemble de toute cette pensée, ne considère pas du tout le développement durable de la même façon, puisque nous sommes sur un autre cadre de lecture où l'on met nous au centre, les autres et l'environnement. Donc on n'est pas du tout dans le contexte des trois sphères dont nous avons nous montré nous-mêmes de notre côté les limites. Je ne vais pas rentrer dans l'ensemble de ces différents courants, mais effectivement, c'est une revue globale intéressante. Si maintenant, je m'intéresse à l'éducation aux médias et à l'information. Si je prends la vue d'Éric Delamotte, résumée, synthétisée, on va avoir la nécessité de mettre en place une culture de l'information, sans utopie ni fausse prophétie, avec la capacité à maîtriser l'information, filtrer, en voir la crédibilité, surveiller les sources, et puis des capacités à agir sur les réseaux numériques de façon responsable, prudente, éthique. Alors ça veut dire que nous allons être obligés de revenir, vous vous rappelez ce que l'on avait fait dans une vidéo précédente sur les éducations à parcours. Nous allons être amenés à concevoir de l'information de façon à ce qu'elle soit pas trop utilitariste, mais qu'elle soit quand même efficace, à envisager une orientation qu'on appelle bibliothèque, c'est-à-dire la liste des savoirs nécessaires, ce qu'on peut appeler parfois les littératies, l'importance d'apprendre à apprendre, de mettre en avant la formation aux habiletés d'information. Mais c'est aussi une vie citoyenne, avec une mise à disposition des citoyens de ressources pour se constituer un avis. Alors il va falloir distinguer entre transmettre et communiquer, entre liberté d'information et lutte contre la désinformation, contre les croyances radicales, les hoax, les rumeurs, les trucages. Lutter ou agir avec l'identité numérique, avec des distinctions entre des données publiques et des données personnelles.
C'est aussi la protection des individus d'un certain nombre de dangers liés à la communication. Et effectivement, il va falloir prendre un recul sur l'utilisation éclairée d'un certain nombre de ces supports. Vincent Liquette, lui, va mettre le focus sur l'éducation au message, à la communication, à leur signification, en distinguant des phases d'institutionnalisation et de formalisation. C'est l'éducation aux médias et à la presse, avec des phénomènes d'acculturation et de communication comme projet d'éducation, éducation aux médias et à l'information, pour passer à l'EMI, c'est-à-dire la phase de politisation au sens de Vincent Liquette, c'est-à-dire le primat de la communication sur l'information. Éducation à la paix, sujet d'actualité si l'on est. Nicole Tutio-Guillon a pointé un certain nombre d'éléments. La pacification du vivre ensemble après les guerres, la fin des régimes dictatoriaux, l'ouverture sur les déséquilibres, facteurs de risque, pauvreté au nord, les changements climatiques, les migrations, les inégalités, les discriminations. Et là, évidemment, ça résonne complètement sur la question des ODD, des objectifs du développement durable, et plus particulièrement des OPDD, objectifs pédagogiques du développement durable. Il y a des enjeux pédagogiques, évidemment. C'est la réduction des conflits, le rôle des médiateurs, c'est inclure, prendre en compte les traditions, mais pas n'importe lesquelles, distinction entre les différentes formes de violence mentale, verbale, physique. C'est aussi des visions différentes. On peut considérer que ces conflits sont nécessaires à l'évolution ou au contraire sont des dysfonctionnements. Si c'est nécessaire à l'évolution, nous faisons avec. Si ce sont des dysfonctionnements, nous allons essayer de réduire ces dysfonctionnements. L'éducation à la paix et éducation à la non-violence. Le couplage entre une éducation aux droits de l'homme, démocratie, respect, responsabilité, contrôle de soi, coopération, politesse, patience, honnêteté, équité, amitié. C'est aussi des pratiques publiques. C'est aussi une diversité des objectifs, avec de simples luttes contre la violence, scolaire par exemple, mais de l'éducation aux valeurs. Il existe des définitions, telles celles de l'UNICEF. Mais c'est aussi un croisement avec le champ de l'éducation à la citoyenneté, à la diversité, contre le racisme, contre les discriminations, le remplacement de la compétition par la coopération, de la recherche de solutions alternatives, et toujours ce travail sur les questions de violence. Si on regarde la vie de David Lefrançois sur l'éducation à la paix, il note l'absence de fondement disciplinaire. Et en fait, c'est un agrégat d'objectifs théoriques, praxiologiques, axiologiques. Il nous invite à ne pas nous situer dans les comportements et les connaissances déclaratives, mais aller, tant que possible, sur ce qui est véritablement concret, possible, réaliste, réalisable. Ça nécessite de s'attaquer systématiquement aux racines systémiques, structurelles de ces problèmes. L'examen de l'action collective transformatrice ou révolutionnaire, qui nécessite une connaissance des cadres, des outils pour construire, déconstruire un certain nombre de ces dynamiques, avec tout ce qui est sous-tendu en termes de valeurs, d'idéologie, d'oppression. Pour élargir simplement ce cadre de lecture, c'est dans leur ouvrage, Assenbourg et Van Reerbrouck pointe simplement trois aspects. Pointe le fait que la paix est une question d'équilibre au sein de l'individu, dans la société, et il développe ce concept de société en paix avec un citoyen pacifié et pacifiant. Voici résumé un bouquin de 250 pages en 3 lignes. Si je reprends les propositions de Christian Laval et de Francis Vergne, sur l'éducation démocratique. C'est la liberté de penser, c'est l'égalité en éducation, c'est la culture commune pour la démocratie, c'est la recherche d'une pédagogie instituante et l'autogouvernement des institutions de savoir. Voici résumé encore en quelques mots ces aspects.
Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ces champs sont en perpétuelle évolution, en fonction, hélas, d'un certain nombre de faits d'actualité. Si maintenant, nous nous posons la question de faire la différence entre informer, sensibiliser, enseigner. Lorsque j'ai repris ici simplement ce qui est présent dans ce document. Informer, c'est proposer des contenus et des apports dont la fiabilité est vérifiée. À un niveau apprenant, nous allons non plus uniquement informer, mais nous allons sensibiliser. Sensibiliser, ça veut dire rendre ces contenus attractifs, accessibles. Mais on va pouvoir orienter les opinions vers la véracité des faits scientifiques. Et effectivement, là, nous passerons à de la médiation scientifique. Mais ça ne suffit pas. Et effectivement, les publics ne peuvent pas toujours accéder, interpréter, comprendre les connaissances complexes qu'on va leur mettre à disposition. Et effectivement, on va être obligé d'utiliser des discours didactiques qui, en cela, vont être la base d'une forme d'enseignement. Et alors, discours didactique dans le monde scolaire ou universitaire et médiatisation scientifique dans le monde des citoyens. Et puis, quand on est au niveau expert, il va falloir véritablement enseigner ces contenus ou faire de la médiation scientifique à un niveau supérieur, en sachant que la médiation scientifique, elle informe, elle capte l'attention, mais elle ne diffuse que des connaissances établies. Or, nous sommes bien souvent, sur des sujets dont les connaissances ne sont pas finalisées. C'est quoi la différence entre enseigner et former ? À niveau 1, les savoirs sont des finalités. On va faire un enseignement de discipline, par exemple. Mais, si les savoirs sont des moyens, alors on va pouvoir passer à un cadre de formation si on est centré non plus sur ce qu'on enseigne, mais sur le développement de la personne. Là, c'est ce qu'on appellera la conception humaniste de la formation. Nous formons des personnes. Et puis, on aura une conception progressiste de la formation, où là, ce que l'on veut changer, ce n'est pas la personne en elle-même, mais c'est le citoyen. Pour avoir une conception radicale de la formation, émancipatrice, là, on considère que les savoirs sont des moyens de formation, mais si les objectifs sont de lutter contre l'endoctrinement, on va être obligé de conscientiser, voire de s'opposer. C'est pour ça que, effectivement, nous parlons d'émancipation. Éduquer. Lorsqu'on éduque, historiquement, l'objet d'étude est la finalité. A par pour, je ne reviens pas sur ces questions. Les éducations A recoupent tous les champs éducatifs. Citoyenneté, nous venons d'en parler. À la différence des enseignements de, qui restent disciplinaires, les éducations A sont trans, voire adisciplinaires. Et donc nous ne basculons véritablement dans les éducations A que lorsque nous avons arrêté de juxtaposer des contenus disciplinaires pour les mettre en interconnexion, voire les faire évoluer. Et puis, les éducations A sont en rupture avec les enseignements de, car elles se distinguent des savoirs scolaires par le fait qu'elles sont thématiques, liées à des questions socialement vives, nous venons de le dire, qu'elles ont une grande place, elles accordent une grande place aux valeurs et qu'elles ont pour objectif de changer les comportements et ou les attitudes. Une autre rupture, c'est celle de la différence entre l'éducation au développement durable et l'éducation en anthropocène. Nous sommes entrés dans l'anthropocène, c'est-à-dire une ère nouvelle, où l'homme est devenu l'un des principaux facteurs de l'évolution du climat. Si je fais référence à Jean-Marc Lange, on va avoir des ruptures qui sont liées à la complexité. Nous vivons dans un monde terriblement plus complexe. Une deuxième rupture, c'est celle des incertitudes.
Une troisième rupture, c'est celle de la prise en compte que les savoirs ne sont plus uniquement des savoirs académiques, mais on va avoir des savoirs locaux, des savoirs d'expérience. Et donc on va basculer non plus sur de la connaissance, mais sur des représentations sociales. La quatrième rupture est celle de la production organisée, en apparence scientifique, du doute et de l'ignorance. Toutes les infotox, les fake news qui circulent sur les sujets dont on parle dans les éducations. Pour résumer, on a affaire à des savoirs hybrides, à des savoirs complexes, à des savoirs incertains, mouvants, sous influence. Et effectivement, éduquer en anthropocène va être terriblement plus compliqué que de faire de simples éducations A. Jean-Marc Lang distingue des phénomènes d'amélioration, d'atténuation, d'adaptation, de transformation. Et effectivement, on peut avoir des éducations A que l'on va qualifier de faibles, sans vision péjorative, ou de fortes. Ce que l'on va appeler éducation faible, c'est lorsqu'on va s'intéresser aux questions d'atténuation des phénomènes. Nous serons en soutenabilité faible et en éducation faible. Lorsque l'on va essayer d'améliorer la situation, nous serons toujours en soutenabilité faible. Pourquoi? Parce que nous continuons d'aller droit dans le mur, simplement nous améliorons, donc nous y allons moins vite. Mais nous continuons, nous nous donnons le temps d'aller plus lentement. Alors ça, c'est toujours de l'éducation au développement durable faible, mais avec une volonté de changement. Une éducation au développement durable forte, c'est effectivement lorsque cela relève de l'adaptation. Alors, quand on est dans l'adaptation, selon les mesures que l'on prend, on peut être encore complètement dans l'éducation faible. Mais selon les mesures que l'on prend, on peut basculer en éducation forte. En fait, si on considère que les mesures que l'on prend à court terme ont une importance limitée mais nécessaire, nous serons peut-être sur des phénomènes de transition vers quoi? Vers une soutenabilité forte. Là, ce sont de véritables phénomènes de transformation. Nous sommes en éducation au développement durable forte et ça nécessite des outils, des stratégies de formation très différentes. C'est d'ailleurs le but du programme FECODE, formation, éducation, compétences, objectifs du développement durable. Si nous reprenons la rupture avec l'éducation en anthropocène, effectivement, le niveau 1 de l'éducation en anthropocène, c'est d'accepter ce que l'on vient de dire au-dessus, que l'on est en éducation faible à forte. Et on l'a clairement identifié. À un niveau supérieur, les objectifs proposés intègrent les ruptures dont on vient de parler il y a quelques instants, la complexité, les incertitudes, les ruptures avec les savoirs académiques, la lutte contre les fake news, l'ignorance. Puis c'est renouveler nos modes de formation. C'est-à-dire que nous passons par des pédagogies de projet, des pédagogies actives, des travaux sur les communautés d'apprentissage. Et puis, dans l'idéal, dans une vision totalement experte, nous allons renouveler complètement nos démarches de recherche, avec l'intégration de nouvelles formes de recherche sur les savoirs, de nouvelles formes pédagogiques, de nouvelles formes didactiques. Voilà fondamentalement ce qui va constituer les différences entre une éducation en anthropocène et une éducation faible ou forte. Merci pour votre attention.